Aux États-Unis, chaque État charrie son lot d'affaires inexpliquées, mais certaines d'entre elles sortent de l'ordinaire. Elles sont aussi plus médiatisées que d'autres, et au fil du temps, elles s'ancrent dans l'inconscient collectif. C'est une de ces affaires que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir peut-être pour certains aujourd'hui. Donc sans plus attendre, partons pour les montagnes de l'Utah dans l'Ouest américain. Le 19 août 2004, un groupe de 18 Boy Scouts accompagnés de 7 adultes, dont Garrett et son père Kevin Bardsley, se sont rendus dans la forêt nationale d'Uintah-Wasatch, prévoyant de passer le week-end à camper sur les rives du lac Cumberland, situé à 3000 mètres d'altitude. La petite troupe passe la majeure partie de la journée à randonner afin d'atteindre l'endroit où ils bivouaqueraient le soir. Ensuite, ils ont installé leur campement et ils ont passé la soirée à veiller autour d'un feu de camp. C'est ce soir-là, peu avant d'aller se coucher, que Kevin proposa à son fils Garrett de se lever plus tôt que les autres le lendemain matin afin d'aller pêcher tranquillement avant la cohue du milieu de matinée. Enthousiaste, Garrett accepta. Le matin du 20 août, comme convenu, Garrett et Kevin prirent la direction du lac dans l'espoir de profiter de la tranquillité de l'aurore avant le réveil des autres. Cependant, assez rapidement, Garrett glissa sur une pierre et mit les 2 pieds dans l'eau. Les chaussures, les chaussettes et le bas de pantalon mouillés, Kevin lui demanda s'il voulait aller se changer pour avoir les pieds au sec. Garrett acquiesça, prit sa canne à pêche avec lui, s'engagea sur le sentier qui remontait au camping. Le sentier ne faisait que 150 mètres. Il y avait donc 150 mètres entre le lac et le campement. Il était sans difficulté particulière, très large, et Kevin n'eut aucune hésitation à laisser son fils rentrer seul au camping. Garrett dit donc à son père qu'il reviendrait très vite et il disparaît rapidement sur le chemin. Ce sera la dernière fois que Kevin verra son fils. Au bout de 20 minutes sans voir revenir Garrett, Kevin revint au camp en espérant le trouver. Cependant, Garrett n'était pas là. Personne ne l'avait vu et les affaires dans son sac à dos n'avaient pas bougé, preuve qu'il ne s'était pas changé. L'incrédulité fit place rapidement un peu à la panique et tout le monde se mit à le chercher. Tous les scouts et les adultes pensaient qu'ils allaient le retrouver juste en l'appelant, non loin du camping, en train de se balader et d'errer un petit peu dans les bois. Mais le temps passait et toujours aucune trace de Garrett. Confrontés à l'impossibilité de retrouver Garrett, les secours furent appelés, et ainsi, dans l'heure suivante, les premiers sauveteurs arrivèrent sur place. Il ne fallut pas longtemps aux équipes de recherche pour quadriller la zone et commencer leurs investigations. Puis, au fil des heures, de plus en plus de volontaires bénévoles affluèrent sur le site de la disparition. Cependant, plus les bénévoles arrivaient, plus les heures passaient, et plus l'inquiétude devenait palpable. Garrett avait disparu aux alentours de 8 heures du matin, dans une zone certes accidentée, mais tout de même très accessible. Le sentier qu'il avait emprunté était bien tracé et il était quasi impossible de s'en détourner si ce n'est de façon volontaire. Il avait emprunté le chemin juste muni de sa canne à pêche, il n'avait pas de gourde ni de nourriture sur lui au moment de sa disparition, ce qui rendait la situation particulièrement préoccupante et urgente. Car même au mois d'août, les nuits à ces altitudes, je vous rappelle qu'on est aux alentours des 3000 mètres, les nuits sont relativement froides et mourir d'hypothermie est extrêmement possible. L'urgence de la situation avait convaincu les autorités d'entamer une opération de sauvetage à grande échelle, avec plus de 200 personnels qualifiés sans compter les bénévoles, un hélicoptère et des chiens pisteurs ont été déployés sur site. Ces derniers ne trouvèrent aucune trace de Garrett, ce qui était incompréhensible. Et pour rajouter un peu au problème, en début d'après-midi, il se mit à pleuvoir, à grêler, entraînant une chute drastique des températures. En effet, les températures sont descendues jusqu'à 3 ou 4 degrés, faisant craindre encore plus pour la vie de Garrett à court terme. Mais malgré les heures de recherche et les efforts déployés, on ne trouva
aucun signe de Gareth. Et alors que le soleil déclinait et que le crépuscule s'installait, les équipes de secours durent se résigner, la boule au ventre, à cesser momentanément les recherches. On peut imaginer le drame vécu par la famille à cet instant-là. Se dire que leur enfant était perdu là, si loin et si près à la fois. Aux aurores, les recherches reprirent de plus belle, et rapidement, à environ 800 mètres du sentier d'où s'était égaré Gareth, on retrouva une chaussette noire de marque Nike mouillée, et identifiée par la suite par ses parents comme appartenant à Gareth. Cependant, assez rapidement, une des personnes ayant participé aux recherches déclara avoir perdu une chaussette également, car elle avait changé de chaussette après être tombée et avoir glissé dans un ruisseau. Le problème, c'est que cette chaussette, effectivement, correspond à celle que la personne portait le jour des recherches, une chaussette noire de marque Nike. Et il n'a jamais été déterminé avec certitude à qui avait appartenu cette fameuse chaussette. Du coup, je pense que c'est un indice ou une preuve à prendre avec des pincettes. Quoi qu'il en soit, à part cette découverte, pendant toute la journée, on ne découvrit rien d'autre. Aucun indice menant à une explication logique et rationnelle quant à cette disparition. Ni vêtements, ni traces, ni corps, ni même canne à pêche. C'est comme si Gareth s'était volatilisé. Les recherches pour tenter de retrouver Gareth durèrent 9 jours, jusqu'à ce que la météo ne tourne à la neige. Il fut alors quasi impossible de s'aventurer sans risque dans la zone de la disparition, et à ce stade, tout le monde savait que plus rien ne pressait, car malheureusement, ce n'était plus une opération de sauvetage, mais de recherche de corps. Encore à ce jour, la disparition de Gareth reste une énigme. Avant d'explorer les différentes hypothèses qui s'offrent à nous pour expliquer cette étrange disparition, je souhaiterais faire 2 remarques. La première, c'est: aurait-on pu isoler de l'ADN dans la chaussette que l'on a trouvée lors du 2e jour des recherches afin de déterminer à qui elle appartient? Et malgré mes recherches, il m'a été impossible de trouver l'information. La deuxième question que je me pose, c'est s'il y a eu des plongeurs professionnels qui ont inspecté les lacs et les rivières alentours. Ça, c'est une question que je me pose parce que ça semble quand même évident, et pourtant, j'ai pas l'impression que ça a été fait. Sur ce, et si vous le voulez bien, et d'ailleurs même si vous le voulez pas, ce sera pareil, penchons-nous sur les différentes hypothèses. Tout d'abord, pour moi, le principal problème dans cette histoire, c'est qu'aucune des hypothèses ne semble probable, même s'il y en a une qui se dégage particulièrement. En effet, je trouve que chacune des théories se heurte à des incohérences. L'attaque animale. Bien que l'on puisse trouver des animaux sauvages dans cette région de l'Utah, en effet, comme des pumas, des ours ou même des coyotes, il est extrêmement peu probable que l'un d'eux soit responsable de la disparition de Gareth. Bien sûr, l'un de ces animaux serait largement capable de tuer un adolescent de 12 ans. Mais le problème ici, c'est qu'il n'a été trouvé aucune trace d'attaque quelconque. Des cris auraient sans doute été émis par Gareth. Et à 8 heures du matin, personne n'a rien entendu. Aucun vêtement déchiré n'a été trouvé, aucune trace de sang, ni signe de lutte, ni de canne à pêche. Et ces évidences permettent de largement disculper la faune sauvage qu'abrite la forêt. Une autre théorie serait l'enlèvement, le kidnapping, mais elle se heurte rapidement à des incohérences. Si certains enlèvements se font dans les bois et sur des sentiers ou chemins de randonnée, c'est souvent dans des endroits reculés et rarement sur des sentiers touristiques fréquentés en plein été, même tôt le matin, le risque étant beaucoup trop grand. Qui plus est, le sentier emprunté ce jour-là par Gareth ne faisait que 150 mètres. Si Gareth avait été enlevé, il aurait sans doute crié ou se serait également débattu, ce qui aurait forcément alerté son père, non loin de là. Il aurait également dû avoir des traces de lutte, et surtout cette fichue canne à pêche.
Autre observation, même si les environs immédiats autour du lac ne sont pas très escarpés, dès que l'on s'éloigne et que l'on s'engage un peu plus profondément dans la forêt, la pente devient beaucoup plus raide. Et l'on trouve des crevasses et quelques grottes naturelles, si bien que si l'on souhaitait enlever une personne dans cet environnement, il serait compliqué de s'échapper par un endroit sûr. La première route et la plus proche étant située à un peu plus de 5 kilomètres, la fuite ne serait vraiment pas instantanée. Et puis n'oubliez pas qu'il était à peu près 8 heures du matin quand Gareth a disparu, et s'il ne s'était pas mouillé les pieds dans le lac, il serait resté avec son père et serait encore là aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est par quel miracle une personne mal intentionnée se serait trouvée à cette heure sur ce sentier de 150 mètres de long avec l'intention d'enlever un adolescent. Ça paraît plus qu'improbable. D'ailleurs, les autorités à ce jour n'ont jamais pris cette thèse au sérieux. La désorientation. Gareth se serait-il égaré? Bien que cette hypothèse reste la plus logique à ce jour, elle souffre elle aussi d'incohérences notables. En effet, celle qui vient à l'esprit en premier, mais comment a-t-il pu se perdre sur un chemin bien tracé sans difficulté apparente, et sur une distance aussi courte, sachant qu'il l'avait au préalable emprunté pour aller pêcher avec son père? Pourquoi son père ou personne d'autre ne l'a entendu crier ou appeler à l'aide, sachant qu'il y avait un écho important à cet endroit? Et pour toutes les personnes étant déjà allées en montagne, on sait que la voix porte énormément. Étant donné que les recherches ont commencé à peine 40 minutes après sa disparition, pourquoi ne l'a-t-on pas retrouvé? Où donc sa canne à pêche est-elle passée? Et puis comment aurait-il pu aller plus loin que la zone de recherche qui s'est étendue juste pour la seule journée de la disparition à au moins 5 km²? Et puis une dernière chose qui rajoute un petit peu au mystère, c'est pourquoi les chiens n'ont-ils rien trouvé? Aucune trace de Gareth. Mon avis rejoint à très peu de choses près le compte-rendu final qui a été fait par les autorités en charge d'enquêter sur la disparition de Gareth. Mais tout d'abord, il est important de rappeler que dans une affaire criminelle, quelle qu'elle soit, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Et le premier facteur, d'après moi, dans cette histoire, c'est la temporalité des événements. Ce que je veux dire, c'est que tout est allé très vite. Le père s'est inquiété au bout d'une vingtaine de minutes et les recherches ont commencé 10 à 20 minutes après son retour au camp. Soit 40 minutes à peu près. Et 2 heures après avoir commencé les recherches, soit vers 11 heures, les premières équipes de sauveteurs et des sauveteurs aguerris à travailler dans des zones de montagne sont arrivés et ont très rapidement été rejoints par des chiens pisteurs. La météo s'étant détériorée rapidement avec de la grêle et de la pluie, cela pourrait expliquer l'absence de pistes qu'auraient pu trouver les chiens. Cependant, comment expliquer, si Gareth était encore en vie, qu'il n'ait pas répondu aux appels? Et pourquoi lui non plus n'a-t-il pas appelé à l'aide? Car ce qui est sûr, c'est que lorsque Gareth a disparu, il était en parfaite santé. Ce qui sous-entend que même désorienté et perdu, il aurait pu appeler à l'aide, ou bien entendre les secours un long moment avant d'être frappé éventuellement d'hypothermie, ou de mourir de faim et de soif. Alors pourquoi aucune réponse au sauveteur et pourquoi aucun appel à l'aide? Ce qui m'amène à penser qu'il a dû avoir un accident relativement rapidement après s'être perdu. Je pense vraiment que, par étourderie ou pour une autre raison quelconque, Gareth s'est trompé de chemin en remontant jusqu'au camp. Ce faisant, et sans doute par fierté et pour ne pas avoir l'air un peu idiot et se sentant honteux envers ses camarades de s'être perdu, eh bien, il s'est entêté à essayer de retrouver son chemin. Les rochers et les environs rendus glissants par la pluie, la grêle, et donc les éléments, auraient pu le voir tomber dans une crevasse, une faille, entre deux blocs de pierre. Il aurait perdu connaissance,
lors de sa chute, ce qui expliquerait qu'il n'ait pas appelé à l'aide ou qu'il était trop faible pour le faire et qu'il n'entende pas les secours. Et puis peu après, il serait mort d'hypothermie avec les températures gelées de la nuit. Ça explique également pourquoi on n'a pas retrouvé sa canne à pêche, car elle était toujours avec lui. Il se pourrait même, et je le pense, qu'il soit mort au moment de sa chute, lors de cette chute. Il peut aussi avoir croisé un animal sauvage en remontant lorsqu'il a été chercher ses chaussettes de rechange, et par curiosité, il aurait éventuellement décidé de le suivre et se serait égaré. Ça aussi, c'est une possibilité qui peut tenir la route. Ou alors il a peut-être eu peur d'un animal et il a couru. Et sans s'arrêter, il a couru sur 100 mètres et puis au bout de 100 mètres, il s'est senti désorienté et il savait plus où il était tout simplement. Bref, quoi qu'il en soit, c'est mon avis. Je pense que ça a dû se passer à peu près comme ça. Et étant donné qu'il était dans un endroit entre deux rochers ou dans une crevasse, malgré les recherches importantes et malgré toutes ces années, eh bien, on ne l'a jamais retrouvé. Voilà, je suis impatient de savoir en commentaire ce que vous pouvez penser de cette histoire. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire, à donner votre avis, à vous abonner si vous avez aimé le contenu de la chaîne, car c'est ça qui la fera avancer et qui me donnera de la force pour continuer à faire des vidéos. Sur ce, en vous disant à très très bientôt et en vous disant de faire très attention à vous. Bye bye.